Bonjour à tous et merci de choisir RTI 1 pour vous informer en ce début de journée. Le vice-président de la République a échangé hier au palais présidentiel avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ousmane Diagana a fait le point de sa visite de travail en Côte d'Ivoire au vice-président Timoko Méliette Koné. Point évoqué, le développement du capital humain, les chaînes de valeur agricole, l'accès à l'électricité, le changement climatique. De quoi permettre à la Banque mondiale d'aligner ses efforts sur les priorités nationales pour un développement inclusif et durable. Alexis Ouedraogo. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, est à Abidjan depuis le 4 juillet dernier. Ce mardi, il est reçu par le vice-président de la République, Timoko Méliette Koné, pour faire le point de ses sessions de travail technique. Nous avons informé Monsieur le vice-président, son Excellence, des progrès qui sont déjà accomplis dans le cadre de nos interventions diverses et variées en Côte d'Ivoire. Et nous avons également, bien sûr, sollicité ses conseils et ses orientations pour renforcer encore notre partenariat qui, comme vous le savez, couvre pratiquement tous les secteurs de développement en Côte d'Ivoire. Le portefeuille actuel de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire s'élève à environ 6 milliards de dollars. Sur le secteur de l'énergie, la Côte d'Ivoire se présente comme un pays locomotive dans la sous-région, tant du point de vue des investissements qu'il est en train de faire, mais plus important, des retombées de ces investissements pour permettre aux autres pays, dans son voisinage immédiat, d'avoir aussi accès à ces produits essentiels. Beaucoup de pays de la sous-région dépendent de la Côte d'Ivoire pour population et également leur économie puisse avoir accès à l'électricité. La Côte d'Ivoire est à 75%. Il est clair que les 25% de la population qui restent ont aussi droit à l'électricité. Quels investissements supplémentaires doivent être également faits en collaboration avec l'ensemble des partenaires, la Banque mondiale, mais également le secteur privé, pour que ces derniers miles de kilomètres puissent être parcourus et puissent véritablement à la Côte d'Ivoire d'avoir une électricité qui soit disponible. Et ceci est important pour aussi le développement du capital humain, tout comme le développement agricole, qui sont d'autres secteurs importants que nous avons discutés au cours de notre mission. Pour ce qui concerne le développement humain, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès. Il est important que la qualité se renforce pour que l'employabilité des sortants du système éducatif soit beaucoup plus forte et que les sortants du système éducatif puissent avoir accès au travail et que ceci aussi puisse contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire, qui dépend nécessairement du secteur agricole. Nous avons beaucoup, dans le cadre de notre mission, discuté sur le potentiel que ce secteur a, sur les progrès importants que la Côte d'Ivoire a fait. Quand on regarde ce qui s'est fait aujourd'hui dans le secteur de l'anacarde, la Côte d'Ivoire est vraiment un exemple. Cette visite qui précède la reconstitution de l'IDA 21 met aussi l'accent sur l'impact des programmes financés par l'instrument en Côte d'Ivoire, en particulier dans les secteurs prioritaires du PND 2020-2025. Les échanges menés devront par ailleurs, in fine, permettre à la banque d'aligner ses efforts sur les priorités nationales pour un développement inclusif et durable. Au chapitre de la coopération parlementaire, le Camerounais Hilarion Itong, nouveau président de l'APF, entendait Assemblée parlementaire de la francophonie. Il est élu pour 2 ans en fin de travaux des 49e assises de l'Organisation mondiale, travaux auxquels ont pris part la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, et Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. C'est au Canada, en présence de nos envoyés spéciaux, Lamine Dramé et Michel Digré. Je termine ma présidence et j'ai misé, et je dis j'ai misé, nous avons misé sur 2 thèmes majeurs durant les 2 dernières années, la jeunesse et la diplomatie parlementaire.
C'est le discours d'adieu de Francis Drouin qui quitte la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le Camerounais Larion Etongo prend les rênes de l'institution. Je m'attellerai à ce que nous mettions en jeu tout notre poids de parlementaires pour renforcer notre engagement dans des démarches de médiation parlementaire, pour contribuer à la prévention et à la résolution des crises politiques qui secouent le monde francophone. Ainsi se referment les portes de cette 49e session de l'APF. En marge des travaux, le président de l'Assemblée nationale a multiplié les rencontres dans le cadre de la diplomatie parlementaire sur plusieurs questions d'actualité. La crise aujourd'hui dans l'Est du Congo, la crise au Mali, la crise au Burkina, la crise au Niger. Donc autant de crises pour lesquelles, en tant que président de l'Assemblée, nous avons considéré qu'il était bon que le Parlement, la diplomatie parlementaire joue sa part. Nous restons convaincus que cette dynamique de la diplomatie parlementaire, à n'en point douter, sera donc d'une valeur ajoutée pour la recherche de la paix, la stabilité, éléments fondamentaux pour le développement de nos pays. Son homologue congolais Vital Kamerhe revient sur d'autres sujets débattus au cours de cette rencontre. Beaucoup de choses unissent la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, que ce soit le football, que ce soit les amitiés traditionnelles depuis l'époque de Houphouët. Aujourd'hui, nous sommes heureux du miracle de Ouattara. Moi, j'étais moi-même à Abidjan. Et quand mon frère m'a convié à cette rencontre, j'ai dit c'est l'occasion de découvrir un peu les secrets du miracle qu'ils ont opéré pour construire autant d'infrastructures routières et sociales. Le pays est en train de transformer chaque jour. Adama Bictogo a enfin échangé avec la présidente du Sénat du Canada et la présidente de l'Assemblée nationale du Québec. De Montréal, la direction Bangkok en Thaïlande. Le gouvernement, par le biais du ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, y séjourne. Adama Camara est allé s'imprégner des modèles thaïlandais et indonésien de prise en charge sanitaire. Deux modèles de réussite dont la Côte d'Ivoire va tirer et adopter les bonnes pratiques pour booster la couverture maladie universelle, la CMU. Adama Sangaré et Serge Kouléa sont nos envoyés spéciaux en Thaïlande. La Thaïlande, pays d'Asie du Sud-Est, jouit d'un système de santé offrant à la population des soins accessibles et de haute qualité. Grâce à son régime de couverture sanitaire universelle, de nombreux services sont gratuits. Un modèle du genre dont la Côte d'Ivoire entend s'inspirer, à la tête d'une forte délégation du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Maître Adama Camara est venu s'imprégner de la gouvernance et de la politique du Bureau national de la sécurité sanitaire. Nous sommes demandeurs du retour d'expérience de la Thaïlande. Comment a-t-elle fait pour enrôler toutes les populations éligibles à la couverture maladie universelle? Nous sommes également demandeurs du retour d'expérience de la Thaïlande sur le prélèvement des cotisations sociales à la source. Parce que la caractéristique du secteur privé informel, c'est qu'il s'agit d'agents économiques qui exercent des activités génératrices de revenus connus. Nous sommes aussi demandeurs de comment la Thaïlande a fait pour que l'accès aux soins, qui est la finalité de la couverture maladie universelle, ainsi que l'accès aux médicaments de qualité et moins chers, est connu de succès. Le système thaïlandais, c'est environ 68 millions d'assurés et un retour d'expérience qui s'appuie sur un vécu de plus de 40 ans. En Côte d'Ivoire, environ 13 millions sur 29 millions de personnes sont enregistrées à la CMU. L'objectif est d'atteindre 20 millions de personnes à fin 2024.
Venons-en sur place ici à Abidjan au dossier EcoPlus consacré à la filière riz. Vous le savez, la Côte d'Ivoire ambitionne d'être autosuffisante à partir de la production locale de riz. De grands chantiers sont donc en cours, parmi lesquels les aménagements hydro-agricoles, l'irrigation et la mécanisation. Il s'agit de révolutionner la production nationale et couvrir les besoins locaux de consommation de riz pour même en exporter. Tout ceci dans le cadre de la stratégie nationale de développement de la filière riz, ce nouveau souffle pour l'atteinte de l'autosuffisance, nous dit dans ce dossier Jean-Luc Bangbo. À Sikwa, dans la périphérie d'Adzopé, région de la Mé. Vue du ciel, un tapis vert, une exploitation luxuriante de riz sur 10 hectares. Une rizière créée grâce à un programme gouvernemental, le PURGA, le programme d'urgence de soutien aux filières agricoles qui vise un approvisionnement permanent des populations ivoiriennes en denrées alimentaires de première nécessité. Ici, à Adzopé, l'on est en phase d'expérimentation d'une culture de riz de seconde génération, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'irrigation. Nous avons fait le système d'irrigation, c'est-à-dire que nous sommes dans une production irriguée. Nous n'attendons pas forcément la pluie pour pouvoir s'aimer. Donc tout le système d'irrigation a été mis sur pied par le cours d'eau qui est juste à côté et d'alimenter les différents casiers. Approvisionner continuellement les plants de riz en eau permet d'en accroître la production. Grâce au système d'irrigation, 3 récoltes sont possibles par an sur ce site, avec un espacement d'1 mois pour le travail de la terre. Pour chaque hectare, il faut compter environ 5 tonnes de riz pour la récolte. Le projet s'inscrit dans le cadre de la relance de la riziculture pour assurer à terme l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire, et cela passe aussi par la mécanisation. La méthode ancienne archaïque, comme je le disais à la main, la Côte d'Ivoire ne pourrait jamais s'autosuffire en riz. Mais avec les machines, il y a de l'espoir. La Côte d'Ivoire va s'autosuffire en riz et même exporter et encore réserver pour les années futures. Le riz, une denrée alimentaire très consommée en Afrique. En Côte d'Ivoire, la consommation de cette céréale est estimée en 2023 à 2,5 millions de tonnes, alors que le pays ne produit que 1,2 million de tonnes. Une production qui ne couvre qu'environ 60% des besoins. L'ambition des autorités ivoiriennes est de porter la production nationale à 2 700 000 tonnes en 2027 et permettre au pays d'être autosuffisant en riz, pour enfin atteindre la barre de 3 500 000 tonnes en 2030 et être exportateur de riz. Près de 300 km plus loin, voici une plantation artisanale de riz, comme on en compte des dizaines dans cette localité de Kayeta, région de la Mararoué, dans le centre-ouest. Ici, vous comptez avoir un rendement d'à peu près combien en paddy? En paddy, on compte avoir au moins 3 tonnes à l'hectare. Ouais. Même pas 3 tonnes 5? C'est par rapport à un niveau d'enlèvement, ça, mais on peut aller jusqu'à 4 tonnes. Ah, là, c'est un record, c'est très bon. Un champ où s'effectue ce jour la récolte du riz, arrivée à maturité grâce à cette moissonneuse-batteuse qui épargne d'une récolte manuelle, bien souvent fastidieuse. Une semi-mécanisation longtemps espérée par les riziculteurs comme Isiaka Bakayoko, qui bénéficie d'intrants avec une subvention de l'ADERI, l'Agence pour le développement de la filière riz. Il peut désormais gagner en temps sur la récolte. On n'avait pas des appuis, des matériels agricoles. Aujourd'hui, avec les programmes, on a réussi à avoir des matériels, les intrants. Donc maintenant, on fait des grandes superficies. Voilà. Il s'agit ici d'un vaste programme que nous avons mis en place et que nous voulons démultiplier sur l'ensemble du territoire. Et ici, nous sommes sur une parcelle de riz. Mais pour les connaisseurs, ils vont dire, mais la parcelle n'est pas bonne. En fait, c'est une parcelle de bas-fond non aménagée. Mais nous avons voulu que dans ce programme-là, tout le monde soit pris. Même si ce n'est pas aménagé,
le paysan qui est ici a l'opportunité d'avoir la mécanisation. Donc, pour chaque type de riziculture, le programme doit faire en sorte que chacun puisse s'élever, s'améliorer et puis avoir des gains. La nouvelle stratégie de développement de la filière riz, SNDR, qui a été lancée, vise à accroître les superficies rizicoles exploitées sous maîtrise de l'eau, la productivité des exploitations rizicoles, l'amélioration de la transformation du paddy et la commercialisation du riz blanchi. Une stratégie dont le financement est estimé à 798 milliards de francs CFA et pour laquelle les partenaires techniques et financiers se sont engagés en présence du Premier ministre à apporter leur soutien afin d'aider la Côte d'Ivoire à non seulement couvrir ses besoins nationaux, mais également à être exportateur net de riz blanchi à l'horizon 2030. Dans l'actualité internationale, l'ONG CI parle d'état d'urgence en mer Méditerranée après avoir enchaîné mardi, c'est-à-dire en seulement 24 heures, 5 sauvetages de bateaux de migrants. Sur notre continent, au Sénégal, bilan contrasté pour les 100 premiers jours de pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye. C'est tout pour ce matin. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous de l'information, 10 h. Excellente journée sur RTI 1.